Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Il y a deux buts d'avoir une tuyère à la sortie de l'échappement. Le premier but est de faire une restriction afin de garder une certaine pression à l'intérieur du moteur. Donc le fabricant va faire en sorte que, à pleine puissance, la pression P3 soit plus grande que la pression P4. La pression P3, c'est à l'entrée de la chambre à combustion. La pression P4 est à l'entrée de la turbine. Donc, il faut qu'il y ait une différence de pression d'environ 5 psi. 5 psi, c'est l'équivalent d'un souffle, d'une respiration. Donc, c'est pas tellement gros. Et c'est la tuyère qui est responsable de ce différentiel de pression-là. L'autre chose importante pour la tuyère, l'autre but, est d'augmenter la vitesse de sortie des gaz d'échappement. Cette vitesse est en fait la limite du déplacement de l'avion. Donc, pour avoir un déplacement rapide de l'avion, il faut que la vitesse des gaz à la sortie soit plus rapide. Généralement, la tuyère est faite par le fabricant de la nacelle. Donc, c'est des spécialistes qui fabriquent, qui conçoivent les tuyères. Sur les moteurs d'aujourd'hui, la plupart des tuyères sont amorcées ou choquées. Donc, ça veut dire que la vitesse des gaz à la sortie sont plus rapides que la vitesse du son. Cet effet se voit par la vitesse de déplacement des nouveaux avions. Si on regarde le Global de Bombardier ou Gulfstream, ils ont augmenté leur vitesse d'avion aux alentours de Mach 9 ou de Mach 0.85. Donc, ces vitesses qui se rapprochent de plus en plus à celle du son est permise parce que la vitesse des gaz à la sortie de la tuyère sont plus élevées que la vitesse du son. La question est pourquoi on n'entend pas de boom sonique si la vitesse de sortie des gaz est plus rapide que celle du son? Pourquoi on n'entend pas le boom sonique? Ah, parce qu'aujourd'hui, la majorité des moteurs, ou tous les moteurs, sont des turbos soufflantes. Donc, l'air qui passe entre le moteur et l'air ambiant, donc l'air propulsé par la soufflante, qui entre dans le bypass duct et qui sort alentour de la tuyère, fait, dans le fond, office de tampon, d'amortisseur de bruit. La force de poussée de l'échappement va être beaucoup plus grande si l'air sort de façon linéaire. C'est pour ça que à l'intérieur, après la dernière turbine, on va mettre un cône d'échappement. Donc, si vous voyez sur la photo, on voit les pales, les aubes de turbine et au centre, un cône. Dans le fond, c'est pour empêcher les turbulences dues au disque. Donc, c'est une surface qui n'a pas de déplacement d'air. Ensuite, ce cône-là, il faut bien le retenir et on a pris avantage de mettre des espèces d'ailerons de requin. Donc, ces ailerons-là vont faire en sorte d'empêcher le tourbillon ou d'arrêter le tourbillon à la sortie de la turbine. Donc, les gaz vont sortir de façon très, très linéaire, ce qui fait que notre moteur va être beaucoup plus... La poussée, c'est-à-dire, va être beaucoup plus importante et plus efficace. Pour les tuyères supersoniques ou à post-combustion, il faut regarder un peu notre aérodynamisme. Donc, lorsqu'on va en haut de la vitesse du son, les gaz, au lieu de se séparer en haut et en bas de l'aile d'une surface, comme en bas de la vitesse du son, ils vont se comprimer. Donc, c'est comme si la vitesse de déplacement est plus rapide que la séparation du débit. Donc, ce que ça fait, si on explique le bang sonique en avant d'une aile d'avion, c'est que l'air va s'amalgamer en avant du bord d'attaque de l'aile jusqu'à temps que la pression soit tellement grande qu'il y ait une explosion. Donc, dans la tuyère, ce qu'on fait, c'est que la vitesse de déplacement de l'air va à vitesse en haut de la vitesse du son. Et lorsque cette pression-là devient tellement grande qu'il y a explosion, bien là, on change la configuration de la tuyère, on la met divergente, et cette
pression-là va pouvoir pousser contre la section divergente pour faire avancer l'avion. Donc ici, vous voyez notre avion qui passe le mur du son dans une atmosphère très humide. Donc on voit le mur du son en arrière du canopy du pilote et un petit peu en avant les stabilisateurs horizontaux et verticales de l'avion. Donc en arrière des ailes, mais en avant des ailerons. Donc, ce qui permet de ne pas faire de vibration sur les ailes, de ne pas faire de vibration non plus sur le cockpit du pilote, que ça serait trop désagréable pour lui. Généralement, pour les avions qui vont en supersonique, on a une tuyère à géométrie variable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque l'avion décolle en subsonique, on va mettre une tuyère, mais c'est-à-dire que lorsque l'avion décolle sans la post-combustion, on va mettre une tuyère convergente. Et lorsque l'avion va passer en post-combustion pour aller en supersonique, là, à ce moment-là, la tuyère va devenir divergente pour permettre que notre pression pousse dans la tuyère. C'est un système très coûteux parce que il faut que les parois soient très solides et très résistantes à la chaleur. Et généralement, on va prendre des vérins qui sont poussés par une pression de carburant. Parce que dans le moteur, la pression la plus élevée, c'est du carburant. La pompe de carburant, généralement, est jusqu'à 1000 psi. Tandis que la pompe à l'huile fournit une pression d'à peu près 100 psi. Donc, pour faire varier la tuyère, on va utiliser la pression de carburant. Vous vous imaginez qu'une pression de carburant 1000 psi proche d'une tuyère qui est aux alentours de 1500 degrés. La FAA n'aime pas trop ça et les agences de régulation de l'aviation n'aiment pas trop ça non plus. Donc, c'est pour ça que on voit peu d'avions aujourd'hui avec des supersoniques pour le commercial. Donc, sur les photos ici, on voit en haut une tuyère déployée pour le supersonique et une tuyère en bas, la photo d'en bas, pour le subsonique. La poussée vectorielle a été pensée dans l'avancement de l'industrie aéronautique dans le domaine militaire. Donc, au début de l'industrie, le but est de voler le plus rapidement possible. Donc, dans les années 60, 70, 80, les pays voulaient aller très rapidement sur d'autres pays et revenir le plus rapidement possible. Dans les années 90, ça a changé un petit peu. La philosophie, c'est oui, aller le plus vite possible à l'autre pays, mais la possibilité de ralentir l'avion plus que la vitesse minimale de l'avion ennemi. Ce qui faisait que l'avion ennemi dépassait l'avion et à ce moment-là, l'avion pouvait prendre en chasse l'avion ennemi. Donc, c'est une autre tactique. Il y a eu le MiG-26 qui a été qui est apparu avec une poussée vectorielle incroyablement. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais vous mettre l'adresse sur la diapositive suivante. Et plus récemment, avec les Américains et l'OTAN, le NORAD, avec les F-35 équipés du déplacement vertical de l'avion, du décalage vertical de l'avion. Donc, c'est une manière, dans le fond, ce qu'on fait, c'est tout simplement que la direction du jet d'échappement est pointée vers le bas dans le cas du F-35. Le fonctionnement de la post-combustion est plutôt simple. Dans le fond, on sait qu'il y a 25% de l'air qui est brûlé par le moteur. Le reste sert au refroidissement. Donc, le 75% de l'air qui n'est pas brûlé, on va tout simplement mettre des gicleurs de carburant dans un tuyau, dans la tuyère, dans la sortie de la tuyère. Ce carburant-là va se mélanger avec l'air non brûlé et on va mettre des igniters pour allumer la flamme. Et à ce moment-là, brûler le 75% de l'air. C'est très efficace, mais vous comprendrez que ça consomme beaucoup de carburant. Donc, un avion, un F-18 canadien qui part de Saint-Hubert peut se rendre à Québec
à Valcartier en 15 ou 20 minutes, mais il va brûler l'équivalent des petits camions d'huile à chauffage qu'on voit dans nos rues l'hiver. Donc, c'est la quantité de carburant nécessaire pour le vol supersonique. Il ne se rend pas à Valcartier, il va falloir qu'il arrête à Québec avant pour faire le plein. Donc, il faut comprendre qu'il y a une grande consommation de carburant qui se fait pour le vol supersonique. Les turbomachines sont efficaces à cause de la grande compression de l'air dans le compresseur qui entre dans la chambre à combustion. Donc, au point de vue thermodynamique, on va récupérer plus d'énergie de la combustion grâce à la compression qu'un moteur à piston. C'est entre 16 et 20% pour un moteur à piston et un moteur à turbine, c'est entre 25 et 30% qu'on récupère, dans le fond, l'efficacité de la récupération de l'énergie. Euh, pour la pour la tuyère, pour la post-combustion, ben là, c'est tout simplement qu'on réchauffe des gaz, puis on libère ces gaz-là à haute vitesse. Donc, c'est pas vraiment efficace, c'est beaucoup de pollution, beaucoup d'énergie perdue dans notre moteur. Donc, la post-combustion, on va s'en servir généralement pour briser le mur du son. Et une fois que le mur du son est brisé, ben, on peut fermer la post-combustion et mettre les moteurs à pleine puissance. Ça va garder la vitesse la vitesse. Donc, ce qui est arrivé pour le Concorde. Présentement, on commence à développer, les Américains commencent à développer des avions supersoniques de 18 passagers pour, euh, pour les gens d'affaires. Le but, c'est d'amener quelqu'un d'une ville à une autre en 3 heures partout dans le monde. Donc, peu importe où on prend l'avion, 3 heures plus tard, on est dans une autre ville, n'importe où dans le monde. C'est un beau rêve, mais ça se fait malheureusement avec beaucoup de pollution. Pour terminer cette diapositive, cette section, faites attention, les moteurs, c'est des zones dangereuses, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc, vous voyez, lorsque on a l'image d'un 747 ici, 8 mètres en avant du moteur à take-off, à pleine puissance, pardon, il y a une grande succion pouvant décoiffer un homme ou aspirer un être humain dans le moteur. Et à l'arrière aussi, là, c'est la distance à respecter en arrière d'un avion est importante. On a vu à Saint-Martin des épisodes où une femme a été tuée, est morte, c'est-à-dire n'a pas été tuée, mais est morte parce qu'elle s'est mise en arrière du jet, puis elle a trébuché et s'est fracturé la tête contre un mur de ciment. Donc faites attention à ça quand vous vous promenez alentour d'un avion, pensez tout le temps que le moteur aspire à l'avant et il pousse en arrière. Nous avons vu dans ces diapositives l'effet de la tuyère. Donc, ne pas oublier que la tuyère a deux buts. Un, c'est de garder la pression à l'intérieur du moteur. Et deux, d'accélérer les gaz à la sortie de la tuyère. Et ensuite de ça, ben, on a toute la post-combustion où on a une tuyère à géométrie variable. Et la poussée vectorielle qui s'en vient de plus en plus pour les avions militaires. On va peut-être voir pour les avions civils. Dans le fond, si on veut bouger les gens le plus rapidement possible, c'est peut-être efficace d'avoir une tuyère vectorielle lorsque quelqu'un veut monter dans l'avion en haut de son building, mettons à New York, et veut s'en aller à Chicago en haut d'un autre building. Ça pourrait se faire. C'est comme un hélicoptère. C'est sûr que là, de New York à Chicago, on est mieux avec un hélicoptère, mais si on prend Dubaï à New York, mettons, là, l'avion, le jet pourrait être une bonne solution. Cette vidéo a été enregistrée pour la formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible.